Dans la dernière vidéo, on a décortiqué ensemble le lexique de la cryptosphère anglophone et francophone. En fin de vidéo, après l'explication sur la alt season, je vous ai dit qu'on allait parler des cycles de marché du Bitcoin. Alors, comment se déroule un cycle de marché? Il y a plusieurs choses que vous devez savoir sur les cycles du Bitcoin. L'une de ces choses s'appelle le halving. Vous avez sûrement déjà entendu ce terme, ou si vous êtes nouveau, vous ne l'avez peut-être pas encore entendu. Vous vous souvenez que l'offre finale du Bitcoin plafonne à 21 millions. C'est la quantité totale qui sera minée dans toute l'histoire. Et la façon dont le Bitcoin est créé et mis en circulation s'appelle le minage. Le premier Bitcoin a été miné en janvier 2009 dans un bloc connu sous le nom de Genesis Block, ou le bloc de la Genèse, le tout premier bloc de l'histoire de la blockchain. Depuis sa création et jusqu'à ce jour, les blocs qui ont donné leur nom à la blockchain sont produits par des mineurs qui vérifient les transactions sur un réseau public. Ces blocs sont donc créés toutes les 10 minutes sur le réseau Bitcoin. La récompense qu'un mineur ou un groupe de mineurs reçoit à la fin du bloc a commencé à 50 Bitcoins en 2009. Mais les récompenses sont réduites de moitié tous les 210 000 blocs, donc environ tous les 4 ans, dans un événement qu'on appelle le halving ou le halving. C'est deux termes qui veulent dire la même chose. Donc vous l'aurez compris, toutes les 10 minutes, il y a un certain nombre de bitcoins qui sont créés à travers le monde, et tous les 4 ans, le rythme de production de ces blocs sont divisés par 2. En 2012, la récompense déverrouillée à la fin de chaque bloc est passée de 50 bitcoins à 25 bitcoins. En 2016, elle est passée à 12,5 bitcoins. Et dans le dernier halving qui a eu lieu en mai 2020, ce nombre est passé à 6,5. Cela crée donc une offre en circulation dont le taux d'inflation est constant à court terme, mais qui diminue à long terme. Comme la demande du Bitcoin augmente beaucoup plus rapidement que la croissance de son offre, la tendance générale est à la hausse. Historiquement, les halvings sont les éléments déclencheurs des grands cycles haussiers à long terme du Bitcoin, qu'on appelle les bull markets. Les mineurs ressentent une grosse pression de vente de leur Bitcoin pour conserver leur marge de bénéfice et rester rentables par rapport aux dépenses de consommation d'électricité. C'est comme ça que les bitcoins sont relâchés dans la nature, on va dire. Ainsi, pendant la phase d'accumulation, donc avant le halving, comme la news fait fureur, comme la news fuite, enfin tout le monde sait qu'il y a ce fameux événement du halving, les gens se disent ok, alors c'est le dernier moment où je peux accumuler du bitcoin pour pas très cher, parce qu'on sait que suite à ce halving, il va y avoir un bull run. Donc c'est ce qu'on appelle un peu la dernière phase d'accumulation. Et donc cette phase finale d'accumulation, elle entraîne un mini-cycle haussier, ce qui en fait brise le bear market. Le bear market qui aura duré pendant les 3 années précédant le halving. Actuellement, on est déjà à 18,7 millions de bitcoins en circulation. Ça veut dire qu'il reste que 2,3 millions de bitcoins qui attendent d'être ajoutés à l'offre en circulation. La plupart des gens ne réalisent pas qu'il existe une corrélation aussi forte entre les dates du halving et les bulls et bear market. Bull market qui est donc le cycle haussier, bear market qui est donc la phase baissière d'accumulation. Quand les gens s'en rendent compte, ils sont tout de suite beaucoup plus optimistes sur le Bitcoin. En réalité, même si le coronavirus en 2020 et tout ce qui en a découlé a dévalué les monnaies fiduciaires, le dollar, l'euro, le yen, qu'on appelle aussi les monnaies fiat, le Bitcoin aurait quand même connu son bull run en 2020. Maintenant, certaines personnes disent que le Bitcoin est un actif déflationniste. Pourtant, j'ai bien expliqué que l'offre du Bitcoin augmente toutes les 10 minutes. Alors dans ce cas, pourquoi certaines personnes disent que le Bitcoin est déflationniste? Pour commencer, l'offre finale du Bitcoin, elle est fixe, alors que les actifs inflationnistes n'ont pas d'offre fixe. Si vous voulez, il n'y a pas une limitation à combien de dollars va être produit dans l'histoire, ni même pour l'euro. Donc en plus d'avoir une offre fixe, le mécanisme inflationniste du Bitcoin est fixe et le taux d'inflation n'augmente pas comme on le voit dans les monnaies fiduciaires, mais diminue jusqu'à ce que l'inflation soit finalement négligeable ou inexistante. Donc on sait que tous les 4 ans, l'offre est divisée par 2, mais donc ça veut dire qu'il va y avoir une année où l'offre sera égale à 0, où le Bitcoin va arrêter d'être miné. On estime que ce moment-là arrivera autour de l'an 2140. Le Bitcoin peut être considéré comme déflationniste car il a une offre totale qui est fixe. Un mécanisme inflationniste en baisse constante, et une offre en circulation qui, à long terme, commencera à diminuer. En 2020, les monnaies fiat ont connu une dépréciation beaucoup plus rapide que la normale. En fait, rien n'a été normal en 2020. Mais au moins en matière de crypto, on encaisse pas mal. Bon, au final, il y a quand même quelque chose qui était prévisible en 2020. C'est encore une fois le mécanisme d'inflation du Bitcoin, qui a suivi au final parfaitement le cours de ce qui était prévu. Et la crise sanitaire l'a rendu encore plus performant. Parlons maintenant d'une expression à la mode. L'assouplissement quantitatif. L'assouplissement quantitatif consiste à imprimer de la monnaie
dans le but de stimuler les dépenses. A l'inverse, le resserrement quantitatif, c'est une politique de diminution de la quantité de monnaie en circulation. Comme il est écrit dans Wikipédia, le Bitcoin est beaucoup plus proche d'un système de resserrement quantitatif. Et donc, pourquoi je vous parle de tout ça en fait? Et bien simplement pour que vous compreniez que le Bitcoin, c'est l'inverse des monnaies qu'on connaît. Il est fait pour prendre de la valeur, alors que les monnaies fiat sont faites pour en perdre. En tout cas, tant que les gouvernements imprimeront en masse, comme ils le font depuis plus d'1 an maintenant. Le Bitcoin a donc une inflation contrôlée et décroissante, ce qui, avec le temps, contribue à augmenter sa valeur et donc le pouvoir d'achat. Et à l'inverse, les monnaies fiat donc, ont une inflation complètement hors de contrôle, qui amène justement à une baisse de la valeur et une baisse du pouvoir d'achat. Vous l'aurez compris, le Bitcoin remet le pouvoir monétaire dans les mains du peuple. Ainsi, les halvings, en diminuant le taux d'inflation déjà modéré du Bitcoin, ont historiquement donné le coup d'envoi des cycles haussiers. Alors là, vous devez vous demander pourquoi le prix ne double-t-il pas immédiatement si le taux d'augmentation de l'offre est soudainement réduite de moitié? Pourquoi est-ce que le bull run, en gros, arrive toujours 1 an après le halving? Tout simplement parce que c'est pas l'offre totale qui est coupée en deux, ni même l'offre en circulation. Rappelez-vous que le halving s'applique uniquement à l'inflation du Bitcoin et pas à l'offre réelle. L'événement en lui-même n'affecte pas réellement les prix sur le moment. Il affecte surtout le prix à moyen terme et à long terme. Historiquement, les mineurs ne vendent jamais leur Bitcoin fraîchement miné avant le bull market. Ils attendent patiemment le prochain bull run pour vendre leur Bitcoin au prix le plus élevé possible, plusieurs mois, voire même 1 an après le halving. Lorsque les gens pensent au Bitcoin, ils pensent à un actif volatile, imprévisible et complètement chaotique. Mais comme on a pu le voir aujourd'hui dans cette vidéo, les mouvements de prix sont très prévisibles sur une échelle de long terme. Alors oui, on ne peut pas nier le chaos et la volatilité du marché du Bitcoin, et en même temps, c'est ce qui rend le marché si profitable si vous êtes du bon côté des tendances et des mouvements de prix. Mais si les fluctuations à court et à moyen terme peuvent être imprévisibles, les cycles de long terme sont extrêmement prévisibles. Le marché de la crypto-monnaie, finalement, n'est pas aussi fou que les gens prétendent. Il y a un certain ordre à cette folie et il y a une certaine prévisibilité. Et même à court terme, on peut observer certaines tendances, certains cycles qui ont l'air de se répéter pas mal. La alt season arrive généralement en fin de bull run, mais durant toute cette période où le marché est plutôt haussier, on peut observer des micro-tendances de alt season, et c'est donc ce que je vais vous détailler tout de suite. La première étape de ce cycle de marché à court terme, et que l'on voit le Bitcoin s'enflammer et générer des retours de fou. Ensuite, quand le Bitcoin se calme et consolide, on commence à voir des fonds se déplacer dans les large caps. Ces tokens ont tendance à se situer dans le top 10 à top 20. Ils sont connus et existent depuis un certain temps. Ce sont des monnaies comme Ethereum, Bitcoin Cash, XRP ou Litecoin pour en citer quelques-uns. Les large caps obtiennent ces énormes mouvements car les gros portefeuilles / les institutionnels commencent à s'y intéresser. Disons qu'à ce moment-là, si vous êtes une nouvelle personne et que vous vous lancez dans la crypto-monnaie, vous ne serez pas forcément intéressé par un Bitcoin à 50 000 $. Vous pourriez vous dire que vous n'avez pas vraiment les moyens de vous en acheter un en entier, ou même que le prix est déjà trop haut. Donc ce ne serait pas forcément avantageux pour vous d'acheter du Bitcoin. En revanche, vous pourriez vous tourner vers des alts comme Ethereum, Litecoin ou Ripple. Les gens aiment posséder une part de quelque chose, donc une part entière, un chiffre rond. Donc l'attrait de ces alts beaucoup moins cher que le Bitcoin est indéniable. Ainsi, une fois que les large caps commencent à s'essouffler, on commence à voir des fonds se diriger vers les mid caps. Les mid caps sont des jetons qui peuvent se situer dans la fourchette du top 20 au top 50. Les mid caps ont tendance à être des projets, des jetons solides sur les fondamentaux et qui existent aussi depuis un certain temps. On peut citer des exemples comme Neo, VeChain, Dash et bien d'autres. Une fois que les mid-caps ont atteint leur prix max, les gens commencent à devenir très gourmands et très euphoriques et cherchent à faire du rendement dans les low caps. Les low caps peuvent être des jetons dans le top 80 ou plus. Ça va généralement marquer la fin d'un cycle de marché. C'est généralement à ce moment-là que la folie spéculative entre en jeu et on voit des tokens sans réel projet ni fondamentaux performer très bien. Donc à ce moment-là, ce qui fait monter la valeur de ces projets, c'est vraiment purement la spéculation. Là, comme ça a l'air facile, mais quand ça se passe en temps réel, il devient très difficile d'y voir clair et de ne pas être aveuglé par le FOMO et l'euphorie collective, donc à l'intérieur de la alt season. Par contre, il existe des exceptions à la règle. Il est intéressant de noter notamment que quand le Bitcoin prend en valeur, les jetons de la DeFi suivent et prennent en valeur en même temps que lui.
C'est assez intéressant de voir cette tendance puisque les jetons de la DeFi sont généralement dans le top 10 à top 20. Dans les jetons de la DeFi, on peut compter AAV, SNX, ThorChain et d'autres. Petit récap, parce que cette vidéo était un petit peu, on va dire, compliquée. Le halving, c'est un événement qui divise la production de Bitcoin par deux tous les 4 ans. Le halving donne ensuite lieu à un bull run. À la fin du bull run, on a souvent ce qu'on appelle une alt season. Les monnaies fiat sont faites pour perdre en valeur. Et on aura vu que dans l'ADN du Bitcoin, le Bitcoin est construit pour prendre de la valeur. Dans la prochaine vidéo, on va en apprendre un peu plus sur comment analyser un projet et comment analyser le marché. On va parler un petit peu d'analyse fondamentale et d'analyse technique. Je vous remercie de m'avoir écouté. À la prochaine.